Bien, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Je vous propose donc de vous poser la dernière question posée par Alexandre. Bonsoir Monsieur Asselineau, je voudrais savoir quel est le personnage historique qui vous inspire le plus et pourquoi. Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question lors d'entretiens précédents. Donc, je dis toujours un petit peu la même chose, parce que je pense toujours un petit peu au même. Plutôt qu'un personnage historique, j'allais dire plutôt un caractère historique. C'est en fait la France, elle a été ponctuée depuis 2000 ans par un certain nombre d'hommes d'État, de femmes d'État, on pourrait dire, qui n'ont jamais accepté que la France puisse disparaître. Et donc il y a une espèce de long chemin historique qui va depuis le Vercingetorix, c'est d'ailleurs le général en chef des armées gauloises, celui qu'on appelle Vercingétorix, et qui se termine, le dernier en date, je pense, étant raisonnablement Charles de Gaulle, qui se sont toujours battus pour faire prévaloir la souveraineté, la liberté et l'indépendance de la France. Donc ce personnage historique mutant, si j'ose dire, il emprunte, comme les avatars dans la religion hindoue, hein, c'est-à-dire Vishnu qui se produit comme ça sous forme de descente sur Avatara en hindi, c'est la descente. Donc il y a Krishna qui est la 7e incarnation de Vishnu, il y a le Bouddha qui est la 8e, je crois, etc. Eh bien, il y a une incarnation comme ça de la France, c'est Jeanne d'Arc, ça va être Vercingétorix, ça va être Clovis, ça va être Hugues Capet. Je rappelle que Hugues Capet monte sur le trône en 987, je le disais tout à l'heure, parce que les grands barons, les grands seigneurs féodaux de la France de l'époque refusent que celui qui devait monter sur le trône monte sur le trône, l'héritier normal des Carolingiens, parce qu'il avait fait allégeance à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, aux Ottoniens, alors que Hugues Capet, lui, ne l'avait pas fait. Donc ça va aussi avec Hugues Capet, et puis après on va avoir Jeanne d'Arc, on va avoir François Ier qui défend l'indépendance de la France bec et ongle en faisant alliance avec les princes protestants de ce qui est aujourd'hui la République tchèque, j'en parlais tout à l'heure, et puis avec le Grand Turc, avec Suleiman le Magnifique, pour faire prévaloir l'indépendance de la France, fût-ce en s'alliant avec le diable de leur époque. Voilà, il y aura aussi les soldats de l'an 2, il y aura Gambetta, il y aura Clémenceau, Danton, et puis il y aura Charles de Gaulle. Voilà. Et donc là, toute l'histoire, je renvoie ici à ma conférence sur l'histoire de France. On en a parlé au début, je terminerai par là-dessus pour la fin. Il y a une cohérence incroyable dans l'histoire de France, comme d'ailleurs dans l'histoire des peuples et des nations. La cohérence de l'histoire de France, c'est qu'il y a toujours eu, à tout moment dans notre histoire, des gens qui ont considéré, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était François Mauriac, qui était un mémorialiste et un essayiste du temps de Gaulle. Mauriac disait, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, la France a nourri à toutes ces époques des quantités de gens raisonnables pour estimer que la France ne pouvait pas être autre chose que subordonnée. Donc tout au long de notre histoire, il y a des gens qui ont voulu subordonner la France, la soumettre à l'étranger. Et tout au long de notre histoire, il y a eu des grands sursauts, souvent sortis du peuple, comme Vercingétorix, comme Jeanne d'Arc, comme d'une certaine façon Charles de Gaulle, comme Gambetta en 1877, par exemple au moment de la crise du 16 mai. Et ces grands sursauts populaires d'un peuple qui dit non. La France, elle a des défauts, mais c'est notre pays et nous ne voulons pas que notre pays disparaisse.